chercheur à l'INSERM, qui est l'Institut national de santé et de recherche médicale. J'interviens aujourd'hui dans le cadre des animations qui sont mises en place par la FM Téléthon. Ils sollicitent des bénévoles, des gens qui se proposent dans les laboratoires pour venir auprès du grand public pour discuter de ce qu'on fait, pour rendre moins arcane et moins caché, de montrer que ce qu'on fait, ce qu'on finance par le biais des associations et par des publics grâce aux impôts, ça sert à quelque chose, ça sert à améliorer la vie des gens. Et donc, tout le monde peut s'appliquer d'une manière ou d'une autre dans le Téléthon, qui sera le début décembre. Alors, je vais cacher vous voyez aussi le petit oui, c'est bon. zoom là qui cache. Bon, c'est comme ça. Je ne sais pas faire autrement. Et il y a une question que je vous ai posée avec des sondages, certaines personnes ont pu répondre, et une personne aussi s'est dit, vous connaissez une personne atteinte d'une maladie rare, et puis il y en avait qui n'étaient pas très sûrs, peut-être toujours des gens qui ont l'empathie, ou que ce soit. Et effectivement, il est très probable que tout le monde connaît quelqu'un qui est atteint d'une maladie rare sans scolaire. Alors, il y a un estimé nombre entre 6 et 8 000 maladies rares, parce qu'il y en a qui touchent juste à une personne sur 1000 ou 2000, mais il y en a qui sont individuels et on dit privés, maladies qui se déclarent que dans cette personne-là. Donc dans la population générale, il y a une personne sur 20 qui serait concernée, peut-être plus, et ça veut dire que 3 millions de personnes en France sont atteintes de maladies rares, visibles ou pas, et 30 millions en Hollande. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai fait ça, je n'ai pas mis alors, je vais mettre et donc, en gros, la réponse est oui pour tout le monde. Dans chaque pays du monde, ici c'est aux États-Unis, on essaie de faire propager les mêmes informations parce que finalement, pour faire des études en maladie grave, il faut avoir une perspective globale. Dans l'ensemble, les maladies graves touchent plus de monde que le sida et le cancer ensemble. Or, il y a des domaines de recherche biomédicale qui appellent à plus d'application et plus d'engagement de la population parce qu'on comprend mieux ce que c'est. Donc, d'une part, on peut traiter dans l'ensemble les maladies graves pour ce qui est ce lien de recherche ou peut-être appeler un peu à la compassion. Il y a 8 sur 10 des maladies graves qui ont une cause génétique, je vais y revenir. Et quand même, il y a au moins la moitié, si ce n'est pas plus, qui se déclarent dès l'enfance. Donc ça veut dire que dans les salles, là, il y a devant nous au moins 5-6 personnes qui sont concernées par la maladie grave, sans forcément qu'ils l'ont dit à tout le monde, sans forcément qu'ils le sachent eux-mêmes. Donc c'est pas une menace, c'est juste une prise de conscience que nous sommes tous différents, on a des fonds différents, parfois il faut être un peu généreux les uns avec les autres, parce qu'on ne sait pas quels sont les buts qu'on a. Ici, en bas, ce qui est caché, marqué que souvent l'errance diagnostique pour savoir ce qu'on a, même si on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, ça peut prendre 6-10 ans ou plus, et même quand on arrive à poser le diagnostic, il n'y a pas forcément une réponse thérapeutique à apporter. Donc, je travaille dans ce domaine avec des milliers de personnes. Donc, ce n'est pas tout à fait la même question. Est-ce que je connais quelqu'un avec une maladie génétique, que ce soit rare ou non? Et là, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit oui. Parce qu'effectivement, je pense que vous avez déjà eu des cours là-dessus, donc vous comprenez qu'on peut avoir des choses qui sont visibles et c'est d'autres qui peuvent être déjà des prédispositions et qui vont se déclarer un peu plus tard dans la vie. Et ça, c'est parce que les informations codées sont au niveau de l'ADN dans les cellules atteintes à terme. Avant de finir, je vais mettre un minuteur parce que, comme on regarde le temps, je ne veux pas demander trop. Donc, on va voir dans 40 minutes ce que ça donne. Ok. Je vais faire vite dessus
rappeler un petit peu de la structuration de la molécule d'ADN dans les cellules. Et en tout cas, il est organisé chez les humains en 23 paires de chromosomes. Donc, dans chaque paire, l'ADN est à peu près identique, avec des toutes petites différences de séquences qui sont transmises l'un par le mère et l'autre par le père. Dans toutes les cellules du corps après que l'embryon est fécondé. Et l'organisation se fait, vous pouvez ignorer l'orientation, mais en tout cas, la molécule ADN, qui est très longue, est organisée autour de petits rouleaux de protéines qui s'appellent nucléosomes, et à l'intérieur des nucléosomes, il y a des histones. Et ces histones sont eux-mêmes codés par des gènes sur la séquence d'ADN. Donc, une erreur dans la séquence de ces éléments peut se faire au niveau de la nucléotide, au niveau des paires de base, mais ça peut se faire aussi au niveau du comment l'ADN va s'enrouler autour des histones. On peut avoir des découpages de segments entiers du chromosome ou des segments intermédiaires, plus ou moins longs. Tout est possible. En fait, vous pensez, imaginez un peu qu'est-ce qui pourrait aller mal dans le partage de l'ADN, et ça arrive dans un cas ou l'autre. En tous les cas, ça amène à une espèce d'information qui va nous intégrer dans la synthèse des protéines, parce que le but d'avoir des gènes dans l'ADN est de finir par produire les protéines qui sont nécessaires à la vie de la cellule et tous ces comportements qu'elle peut avoir. Et voilà, si ça peut mener à des maladies génétiques diverses. Donc je fais un petit survol généraliste sur le côté biologique. Donc l'ADN, il est organisé de cette façon-là, et c'est vraiment une molécule. Mais c'est une molécule avec une belle symétrie et avec quelques petites précisions à l'intérieur du nucléotide, c'est la moitié du pont, et les sucres et les glucophosphate dans la partie hélice. En tout cas, cette structuration en double hélice est importante pour pouvoir propager l'information de façon régulière et reproductible, mais dans les cellules de notre corps, tous les jours, il y a à peu près 1 milliard d'erreurs qui se fait et qui est réparée dans la foulée. Donc parfois, ces réparations ne se font pas parfaitement. Donc, comme c'est l'ordre et l'emplacement exact des nucléotides dans le domaine ADN qui détermine cette information génétique, ben, ça peut déraper. Parfois, il n'y a pas d'effet. Parce que, imaginez si effectivement chaque nucléotide c'est comme une lettre moléculaire, l'assemblage de ces lettres ou mots, qui serait comme des gènes, des phrases, des mots ensemble, et entre les phrases d'autres séquences de code par les protéines qui sont nécessaires pour dire quand il faut rendre le protéine disponible, quand est-ce que ça va se dérouler, est-ce qu'il va être disponible ou pas pendant la mitose. Toutes ces instructions sont encodées entre les séquences qui vont coder les protéines, finalement tout l'ADN est nécessaire. Pendant longtemps, on s'est focalisé sur le 1% de l'ADN qui code les protéines. Et aujourd'hui, on a élargi le champ, on comprend mieux la syntaxe et l'information qui continue là-dedans. En tout cas, comme la séquence en soi va répercuter sur le fonctionnement des protéines de l'ADN, je vais noter ça, voilà, ce qu'il fait. Ça se traduit assez souvent dans des changements qui se font au niveau des codants, qui vont, eux, coder les acides aminés en séquence de la protéine. Dans mon groupe, on étudie une enzyme qui s'appelle N-RAS, il y en a plusieurs de la famille RAS, et c'est une enzyme qui est super importante à l'intérieur de la cellule pour traduire le signal vers le noyau et changer le comportement de la cellule en fonction des stimulus extérieurs à la cellule. Par exemple, cette enzyme est mobilisée quand on reçoit un signal hormonal ou quand on reçoit un signal facteur de croissance qui stimule la cellule à changer de OK, je fais de la peau qui reste comme ça, à oh, ça y est, il y a eu une blessure et maintenant il faut proliférer pour réparer la blessure. Voilà.
les stimulus, ils sont normalement limités dans le temps. Donc avec le temps, l'enzyme va révertir et reprendre son format d'origine. Et c'est important, ça agit comme un interrupteur pour changer toutes les ressources de la cellule sur un autre type de comportement et puis qu'elle puisse revenir à la homéostasie. Alors, ça s'appelle en général la signalisation intercellulaire, parce qu'il y a des signaux qui s'échangent entre cette cellule au-dessus et celle-ci en dessous. Par exemple, elle a migré, elle arrive au contact de l'autre, et puis il y a une espèce d'échange de protéines qui va répercuter sur l'ADN des deux partenaires. Et donc, c'est vraiment échange de signaux. Il y a un qui va faire la mitose et l'autre qui va sécréter la matrice extracellulaire pour tricoter le caillot, par exemple, ou dégager le caillot parce que maintenant c'est fini, la poignée dessus. Voilà. Cette signalisation, dans le cadre de maladie d'étudier, elle peut être problématique si jamais il y a des changements, des variants, dans la séquence de l'ADN. Et notamment, il y a une variant assez fréquente dans le gène RAF, qui est similaire à la race, mais qui est celle qui la suite dans le signal. Un seul acide aminé qui change suite à un seul nucléotide différent dans les cellules atteintes. Et ça va bloquer l'enzyme dans sa forme active. Donc, au lieu de penser à des maladies génétiques comme étant forcément le manque de quelque chose, parfois il y a des maladies génétiques qui sont dues à le trop de quelque chose. Donc, il est toujours on, ça pousse les cellules à proliférer, et c'est sans surprise que ces enzymes sont également super impliquées dans les cancers courants. Alors, ici, c'est un exemple classique qui était un peu à l'origine de l'association avec les télétons. C'est les conséquences de mutation du gène qui code pour une protéine dystrophine. Ce protéine, il est dans les. Ici, c'est des fibres musculaires qui sont coupées en transversal, et autour de chaque cellule, il y a ce protéine en rouge, le dystrophine. Normalement, c'est elle produit des fibres musculaires en faisceau et faire en sorte que quand il y a une contraction, que l'effort soit propagé de manière efficace. Et quand le dystrophine est muté, le protéine n'est pas très bien produit, pas du tout, il n'est pas mis au bon endroit, et les muscles ne se structurent pas bien, ou ils sont perdus au fil de l'usage. Donc c'est terrible pour certaines dystrophies musculaires parce que finalement, ça évolue avec le temps. Donc on fait des efforts normaux, on se lève, et petit à petit, on perd la capacité de bouger et même de respirer, parce que le muscle perd cette force, elle ne peut plus se réparer, elles ne sont pas efficaces. Donc, une de ces exemples, c'est les myopathies de Duchenne, qui est due à la mutation dans le gène qui code ce protéine. Voilà. Je vais essayer de montrer une vidéo, vous me direz si ça marche, parce que tout à l'heure, le son ne marchait pas. Donc, ça va être bien. Le laser et je clique quelque part. Voilà. Ah, pardon, je ne sais pas faire. Ah, alors, d'abord, est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez entendu les versions de parole? Non. Ok. Dans ce cas-là, je vais sauver ça. Désolé pour les trucs techniques. Ça montre que c'est quand même plus sympa quand on fait ça en personne. Bref, là je vais parler de la maladie sur laquelle je travaille, c'est le névus congénital. Le névus peut être je vais expliquer ça après. Le névus, c'est des grains de beauté, d'accord? Et il y a quand même pas mal de monde qui naît avec des grains de beauté comme ça, qui sont absolument anodins. Il n'y a rien d'autre associé à ça, c'est juste une différence de coloration, de tâches. Et je vais vous montrer un peu de structure de la peau après pour comprendre que sous l'épiderme, qui est parfaitement normal, et au-dessus du derme, qui est parfaitement normal, il y a juste plus de cellules pigmentaires. D'accord? Et ça arrive quand il y a une mutation dans les précurseurs des cellules pigmentaires, les nanocytes. Et la mutation se fait que dans ces cellules, et ça les pousse
à proliférer sous l'action justement de l'élevage de BRA, très souvent BRA. D'accord? Mais nous étudions les variantes de cette condition, c'est des névus géants congénitales, et que ça arrive où il y a une mutation pareille, souvent c'est exactement la même mutation qu'on retrouve dans les cellules, mais qui se fait en même temps, peut-être qu'une prédisposition qui est présente dans toutes les cellules, c'est constitutionnelle. Et cette prédisposition pourrait être transmise de génération en génération, on est à la recherche de ces facteurs-là. Ou ça peut être pas une mutation, mais un changement de comment est impacté l'ADN dans les cellules. Ça s'appelle une modification épigénétique, c'est-à-dire que la séquence de l'ADN ne forcément pas changé, parce qu'on a bien cherché jusque-là, on n'a pas trouvé, mais c'est peut-être comment il est disponible pour fonctionner qui est un peu différent. En tout cas, ici c'est un bébé qui est né, c'est le haut du crâne, qui a plein de névus partout dans le corps. Et ça peut prédisposer à des problèmes d'apprentissage, à de l'épilepsie, des problèmes neurologiques qui peuvent être graves, et même à des tumeurs dans le cerveau, ou au mélanome, qui est le cancer des cellules pigmentaires. Et le mélanome chez l'adulte, qui n'a pas une maladie grave connue, il est très fréquent. À l'âge de 60 ans, je crois que c'est même le début du mélanome sur 2 personnes. C'est très, très fréquent. Avec la même mutation, comment ça se fait que ça se déclare différent et dans les mêmes types de cellules en plus? Donc là, c'est vraiment le sujet de nos recherches. Et puis, il existe aussi des cas avec des mutations, je dirais, plus fortes dans les mêmes gènes, que ça les pousse à coller des protéines qui sont hyperactives. Et pour ce petit garçon qui a fait la ligne de monde pendant un moment, il est né en Colombie et pendant quelques années, il portait sur le dos un névus géant congénital qui en plus était hyper prolifératif. Mais heureusement pour lui, c'était un névus qui était parfaitement bénin et qu'il a pu être opéré par un chirurgien de Londres qui s'est spécialisé dans ces conditions pour enlever la partie lourde de son névus et remplacer avec une greffe de peau et avec sa propre peau qu'ils ont tirée pour fermer le cicatrice. Mais vous comprenez qu'il y a quand même un besoin thérapeutique, même si ce n'est pas en soi malin, c'est toujours difficile de vivre avec cette façon que le virus se déclare. Donc, la question de comment il y a cette diversification de maladies s'étend au-delà du virus géant. Alors, on m'a posé la question, quand je vous ai posé le petit sondage avant ce cours, sur est-ce que j'ai découvert quelque chose. La réponse est oui, j'ai eu le bonheur. Si on reste assez longtemps dans la recherche, on finit toujours par trouver des choses. On trouve beaucoup de choses, et la question c'est est-ce que ça a un sens, une application. Donc, j'ai participé, parce que toujours la recherche est en équipe. Nous avons découvert les gènes qui sont responsables de maladies rares et un peu moins rares également, par exemple sur le phenylpalatine qui est assez fréquent à la naissance, mais qui fait partie des symptômes qui sont eux plus rares, c'est-à-dire des assemblages de symptômes associés par exemple au phenylpalatine et l'inflammation au cœur, ça peut être plus rare. Et je dirais que les découvertes importantes en recherche fondamentale ont été, par exemple, la découverte que dans l'embryon, il y a une espèce de cousinage qui se fait. Les cellules pigmentaires, ils ont un ancêtre commun cellulaire qui est partagé avec les cellules du système nerveux périphérique. Et sachant qu'il y a des nerfs qui vont partout dans le corps, qui nervent tous les organes, finalement, le névus, parfois, il est associé à des petits névus qui apparaissent dans la peau partout. Et c'est en se propageant au sein des nerfs qu'on avait vu que ce n'est pas que les gènes, la découverte du gène qui est importante, mais c'est comment ce gène il est mobilisé et comment les cellules se comportent normalement, il faut réunir ces 3 connaissances pour mieux comprendre les maladies en question. Donc, dans le laboratoire, nous étudions pas mal des maladies de signalisation intracellulaire, que ce soit hormonale. On a un grand axe de recherche sur les organoïdes hypophysaires. Donc, on ne peut pas sortir un organe de l'hypophyse du cerveau pour étudier comment il va sécréter l'hormone de croissance, par exemple. On ne peut pas juste le sortir et le mettre
dans une boîte de pétrole, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut faire des modèles chaque fois qui reproduisent certains aspects qu'on veut étudier. Ici, avec le nez géant, c'est toujours un peu la même question de OK, il y a des signaux qui arrivent de l'extérieur de la cellule, qui sont reçus sur une certaine surface, et ces signaux passent par une modification chimique d'un enzyme sur un autre enzyme sur un autre enzyme. Ça s'appelle une cascade de signalisation. Et celui-là, à la fin, il va rentrer dans le noyau et il va apporter une modification au gène, pas permanente mais temporaire, qui fait en sorte que ce gène il va se comporter différemment. C'est au gros ce qu'on fait. Et dans le névus, les mutations se font souvent dans les gènes NRAS dans les raves, que ce soit un névus géant, que ce soit un mélanome chez l'adulte, que ce soit des névis de petite taille, ou des névis acquis au cours de la vie parce qu'on a été exposé au soleil. Très souvent, c'est des mutations dans ces deux gènes. Donc, ce n'est pas suffisant pour développer une pathologie, mais c'est nécessaire. Et on aimerait bien comprendre pourquoi c'est nécessaire. Dans les névis, ce qui est intéressant, c'est une mosaïque, c'est une mutation, à ce qu'on sache, qui est uniquement présente dans la peau atteinte. En tout cas, si on cherche la peau atteinte et on compare à la peau non atteinte, on trouve une mutation là et pas là. Si on cherche dans le sang, on ne va pas le trouver. Par contre, on ne trouve que ce qu'on cherche. Pendant très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas cherché est-ce que ces mutations, par exemple, sont présentes dans certaines cellules nerveuses périphériques. C'est tout à fait possible, même probable, au vu des découvertes récentes, mais on ne va pas biopsier les gens juste au cas où. Donc il faut avoir l'hypothèse et puis il faut investiguer l'hypothèse avant de faire de grandes étapes comme prélever la peau chez les gens. Ce qui est intéressant, c'est que ça devient de plus en plus rare, de plus en plus gros que ça devient. Donc, le nez de petite taille, quand on est né avec, c'est une personne sur 100 qui a un névus grandé à la naissance, une personne sur 1000 a un petit peu plus grande taille. Parfois, ils ont des gros poils qui ont poussé dedans. C'est comme ça, si vous avez un côté qui a comme ça des poils, vous pouvez les tirer, ça pose aucun problème, raser, etc. Mais c'est le signe que c'était un névus qui était présent à la naissance parce qu'à la fois de la mise en place de cette pigmentaire, il y a aussi une signalisation anormale, mais plutôt bénéfique, quelque part, qui a poussé aussi à différencier les follicules pileux dans la peau au-dessus. Bon, voilà, c'est juste un signe de la maturité, et donc ça, c'est un névus parfaitement bénin aussi. En fait, tous ceux-là peuvent être bénins, mais ceux qui sont de plus grande taille sont plus souvent associés à des problèmes autres. Et donc, dans les 1 cas sur 20 qui va développer un cancer dans les tailles géantes, il y a 19 sur 20 qui ne vont jamais rien avoir. Et nous essayons de comprendre quelle est la différence entre eux pour qu'on puisse mieux cibler les soins. Qui est-ce qu'on va surveiller 2 fois par an à la loupe pour être sûr qu'ils ne vont pas avoir un mélanome qui s'est développé? Donc, pour voir le névus d'un côté un peu différemment, la peau est structurée comme ça, avec une couche extérieure et les poils qui passent à travers, avec des irradiations pour les follicules. Et à l'interface entre cette couche épidermique qui est basse ici, donc là c'est la partie morte qui fait l'arrière, mais l'épiderme est vivante, et puis le derme en dessous qui a les vaisseaux sanguins, et à l'interface, normalement, il y a les cellules pigmentaires et les mélaноcytes. Et dans tous les névis, il y a eu beaucoup plus de mélanocytes qui se sont développés dans les endroits cernés, et on peut les voir à travers l'épiderme. Et donc ça donne cet aspect en couple ou par regard. Donc, des mutations qui sont propagées dans toutes les cellules parce qu'il est présent dans le fécondé vont devenir des mutations héréditaires parce que ça touche la lignée germinale. Donc, elle est présente dans toutes les cellules et on peut passer de génération à l'autre. Par contre, les maladies comme le névus qui est en mosaïque, elle ne va pas être propagée parce que les gonades ne sont pas atteintes, c'est uniquement les cellules dans une partie du corps. Et ces cellules mutées, elles vont occuper une zone proportionnelle qui va grandir pour la vie fétale et après la naissance pour toucher une partie du corps. Donc,
je pense que ça c'était assez clair déjà avant que je fasse l'intervention, parce que beaucoup ont répondu avec justesse à mes questions sur cette idée de mosaïcisme, de mutation somatique. C'est bien parce que pendant très longtemps, quand on travaille dans la génétique, on parlait que des maladies héréditaires. Et il fallait même lutter en interne pour dire non, attends, là aussi on travaille sur la maladie génétique, c'est juste une marque héréditaire. Mais il y a beaucoup de maladies rares qui seraient dues à ce genre de mosaïcisme. Donc imaginez que dans la vie fœtale, il y a eu une cellule de la peau qui a acquis cette mutation somatique, et ça va pousser avec la personne après la naissance pour occuper une partie de la peau et faire un virus de ce genre qui est généralement complètement bénin. Par contre, si ça a été dans l'amas de cellules qui fait l'embryon et qui n'est pas encore structuré vraiment, ça occupe une cellule, bon, c'est la plus importante proportion de l'organisme et ça peut mener à un virus de très grande taille comme ça. Généralement, ça se passe bien aussi, mais c'est toujours un peu difficile à vivre. Et parfois, les personnes avec des géants de ce genre, ils font des chirurgies réparatrices à répétition pour réduire éventuellement les chances que ça arrive. On aimerait bien trouver des marqueurs qui nous permettent de prévenir lesquels vont avoir des problèmes vesiculaires et lesquels on peut les laisser tranquilles parce qu'en soi la peau est parfaitement fonctionnelle. Alors, si ça arrive tout au long du temps, ben, ça occupe la plus grande partie du corps. Oui. Et ça, encore une fois, ça ne dit pas qu'il va avoir des problèmes, mais on sait que statistiquement, les personnes avec des nids très géants comme ça qui couvrent quasiment tout le corps sont beaucoup plus sujets à avoir des complications. Donc rien que ça va être un marqueur qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Et enfin, si la mutation a eu lieu encore plus précoce, on sait déjà que ça va mener à l'interruption de grossesse. C'est automatique. Et en fait, avec les modèles animaux, on a prouvé que quand on introduit une mutation BRAF ou BRAS dans toutes les cellules, si c'est une mutation du type qui mène à un virus, ça fait jamais de solution. Donc, selon la mutation, même dans le même gène, on peut avoir des effets assez différents. Donc ça, c'était cet exemple. On ne voit jamais l'humain avec une mutation héréditaire de BRAF dans cet acide aminé qui est changé de valine à autre chose. C'est juste parce qu'il est trop fortement animé tout le temps. C'est incompatible avec la vie et il y a une qualité embryonnaire. Par contre, le même gène peut être muté un peu ailleurs et ça mène à une activation qui est moins forte. Donc il n'est pas tout le temps activé et ça suffit pour être compatible avec la vie, mais ça mène à des malformations du visage et du cœur en particulier. Dans des maladies qui s'appellent les raciopathies en général, dont un exemple ici, c'est la maladie cardiovasculaire cutanée. Donc il y a aussi le cerveau atteint, il y a des retards d'acquisition, il y a des visages très particuliers. Ça, c'est une maladie très rare, c'est 1 sur 500 000 personnes. Mais on étudie également parce qu'il y a une molécule qui est atteinte. On voit ça que ces effets différents. Et enfin, compatible avec la vie, la mutation dans les cellules pigmentaires, c'est de l'analyse géant, ça marche pareil dans les souris, et c'est là où on peut étudier le virus qui se développe dans le ménage, par exemple, qui est un peu difficile à étudier chez les gens, c'est moins accessible que la peau. Et si on introduit la même mutation mais dans d'autres lignées cellulaires, ben, ça peut mener à d'autres types de malformations. Donc j'ai eu une doctorante qui a travaillé sur cette question pendant un certain temps. Le virus géant peut être seul, isolé, ou il peut être associé à d'autres malformations de la peau, des vaisseaux sanguins, des tumeurs. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit nécessaire mais pas suffisant pour induire tous ces autres effets. Pour résumer, cette partie, c'est juste pour dire qu'on peut développer un virus quand il y a une mutation somatique qui est arrivée avant la naissance, et ce côté congénital, c'est-à-dire juste que déjà la maladie est déjà présente et on peut le détecter dès la naissance. Il y a des associations en France
qui depuis 20 ans travaille sur cette maladie en particulier, qui soulève des fonds avec des ventes de gâteaux. C'est toujours préparé. On a de l'argent public, c'est logique de dépenser de l'argent sur les maladies fréquentes parce que ça va avoir un plus grand impact. Mais ces autres maladies, non seulement c'est moralement intéressant de s'affranchir du fait que ce n'est pas plus valable juste parce que ça touche tout le monde, mais c'est aussi parce que parfois les découvertes qu'on a faites dans le domaine des maladies graves ont un impact réel sur la compréhension des maladies fréquentes. Donc le névus congénital fait partie des grassopathies en mosaïque et maintenant on comprend beaucoup sur la signalisation intercellulaire qui est effectuée par les gènes qu'on étudie parce que on a travaillé sur cette maladie-là et vice-versa. Il y a eu énormément de travail fait en termes de chimiothérapie parce que les mêmes mutations sont retrouvées dans tout un tas de tumeurs et de cancers. Et ces chimiothérapies font d'autant de candidats qu'on peut tester dans les modèles de maladies graves pour voir si peut-être ils ont une application. Notre recherche a comme objectif d'adapter les protocoles thérapeutiques en apportant un vrai diagnostic, c'est-à-dire parce qu'on peut prédire lesquels vont rester toujours les mêmes, avec lesquels il faut surveiller, il faut faire une CRM, il faut prévenir les symptômes. Est-ce qu'il y a la prévention qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des crèmes qu'on peut mettre qui vont empêcher, comme on fait de la crème solaire, par exemple, se protéger contre une mutation induite par le soleil? Peut-être il y a des médicaments qu'on peut développer qui seront préventifs. Est-ce qu'on peut mieux suivre les personnes atteintes de ces différentes maladies? En fait, souvent dans les unités permanentes qui travaillent sur les maladies graves, nous sommes nombreux à travailler sur plusieurs maladies, sur les classes de maladies. C'est pour ça que j'ai évoqué ce concept de grassopathies. Parce qu'on découvre des mécanismes et après on peut dire que ces mécanismes interviennent dans plusieurs types de maladies similaires sur l'ensemble de l'autre. À terme, on espère bien sûr apporter des réponses thérapeutiques. Mais pour ça, il faut tester des hypothèses. Est-ce que cette thérapie a une application? Est-ce qu'on arrive à la délivrer au bon endroit? Est-ce qu'elle est efficace? Pour ce qui est du névus, la chirurgie fait partie des réponses thérapeutiques. C'est pas un médicament. Est-ce qu'on peut mieux faire pour que la cicatrisation se fasse mieux, que la peau retienne son élasticité, que la peau greffée et des follicules pileux et dents on peut puisse transférer? Est-ce qu'elle est pigmentée pour la protéger contre le soleil? Tout ça, c'est d'autant de domaines possibles d'investigation. Moi, je travaille vraiment en amont sur la compréhension de comment les cellules se différencient au fil du temps, et même avant la naissance, et puis comment elles deviennent ce qu'elles vont devenir. Pour traiter les maladies génétiques, on peut agir sur deux aspects. On peut agir directement au niveau du gène, en essayant d'apporter par un vecteur un nouveau gène pour remplacer celle qui est défectueuse, surtout quand c'est dans toutes les cellules du corps. On ne peut pas juste prélever les cellules dans le petit cell, les faire pousser et remplacer la partie qui ne marche pas. Mais on peut essayer de réparer carrément le problème génétique. Et d'autre part, il y a la thérapie cellulaire. J'ai trouvé ça plus d'application dans les maladies en mosaïque, puisqu'il y a la correction a déjà été faite. En tout cas, il existe dans certaines parties du corps, et la question c'est est-ce qu'on peut faire de la bioingénierie pour réparer ce qui ne va pas. Alors, ça c'est une idée d'apprendre, on parle de ça, mais l'idée c'est que la thérapie génique a un médicament qui est l'ADN, et il faut aussi connaître beaucoup de choses sur la vectorologie. Comment est-ce qu'on va apporter ce médicament au sein de la cellule pour faire une recombinaison et de remplacer le gène défectueux par ce bout d'ADN qui a la séquence qu'on veut. Donc, quelque part, ça crée des organismes génétiquement modifiés. C'est ça le concept. Alors, on peut essayer, pendant longtemps, on a mis beaucoup d'efforts sur l'idée de faire de la thérapie génique in vivo. Ça marche bien pour les maladies comme les maladies sanguines, ou des leucémies, ou des déficiences sanguines, parce que ça permet d'injecter les cellules souches du système immunitaire dans la moelle, et que ça va repeupler le corps
avec des cellules saines et on peut effectivement guérir certaines maladies de cette façon-là. L'autre façon, c'est peut-être faire l'infection in vitro avec les cellules du même patient, et faire une médecine, on ne peut pas peut-être plus personnalisée, où les cellules qui ont été bien transfectées par ce vecteur peuvent être uniques chez la personne atteinte. Donc, quand je dis qu'il y a des champs d'investigation, les grands atouts de mon métier, c'est qu'on a la liberté de choisir sur quoi on travaille et pourquoi on va apporter nos connaissances individuelles à aborder un problème ou une autre. Dans notre laboratoire, on a découvert des choses, bien sûr, et là, c'est l'application de ce concept qu'on peut sortir les cellules du patient. Là, c'est les cellules qui sont issues d'une personne atteinte de syndrome cardiovasculaire cutané. Cette fille a fait don de sa peau, un petit bout de sa peau, elle a vraiment sa plante à chaque fois. Je vais remettre la présentation en place. Et on peut les différencier en cellules cardiaques. Ça permet, on étudie les cellules, enfin le cœur de personnes atteintes, sans bien sûr près des cœurs, on va faire ça. Et étudier surtout quel est l'effet de la mutation sur le comportement de ces cellules. Par exemple, ils étaient en train de naître de façon asynchrone. Donc il y a un manque de communication entre les cellules qu'on peut chercher à restituer. Donc on étudie pour cet aspect précis de la maladie in vitro. Si par contre on veut étudier le fait qu'ils ont la petite taille, les personnes atteintes de cardiovasculaire cutanée, on veut comprendre quel est l'effet sur la glande hypophysaire dans la périphérie du corps qui fait en sorte que le signal apporté par le facteur de croissance ne soit pas reçu. Et du coup, les personnes qui grandissent harmonieusement, elles sont petites. Et ça peut poser problème parce qu'il y a d'autres fonctions endocriniennes qui ne marchent pas du tout. Et ça peut mener à des problèmes qui sont un pronostic vital. Et donc, j'ai été rassurée de voir que dans la questionnaire que je vous ai envoyé, il y avait comme beaucoup de gens qui, en fait, tout le monde a dit oui, ça vaut le coup de continuer de faire ces investigations, mais voilà, il y a des vraies questions éthiques, sans parler des problèmes pratiques que ça pose, même quand on fait de l'investigation dans la recherche médicale in vitro. C'est pas parce que c'est in vitro, c'est forcément plus éthique que chez l'animal. Il faut se dire que il y a des questions du droit au don qui vient des personnes. Je ne peux pas faire un prélèvement sur n'importe qui, même s'il se porte bénévole. Il faut avoir une grande documentation en place, que c'est un don libre de coercion. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est des enfants et ensuite ils atteignent la majorité? Est-ce qu'on leur demande le droit de garder leurs cellules et de les utiliser pour la recherche? Pour ça, nous faisons appel, on constitue des comités d'éthique pour le suivi des différents projets et on renouvelle tous les 3, 5, 10 ans, ça dépend de différents types de surveillance, des autorisations qui sont données par ces comités d'éthique pour continuer à poursuivre dans l'axe des recherches envisagées. Donc, un des trucs qui a été très discuté, c'est l'idée de prendre les cellules pluripotentes induites, les mettre in vitro et au lieu d'induire des cellules types cardiaques, c'est d'induire des embryons humains pour on a génétiquement modifié et on a ensuite greffé dans un utérus de mère porteuse. Donc ça, c'est très choquant sur le plan éthique. Donc par exemple, il y a un moratorium, on ne peut pas faire pousser in vitro des cellules pour reproduire l'embryogenèse humaine au-delà de 2 semaines. Donc c'est à peu près le moment où l'embryon s'intègre dans l'utérus. Je vais faire un peu vite, pas vite, mais je vais passer certaines diapos. Je vous dis à présent que je vais mettre ce diaporama à disposition. Il est lourd avec les films intégrés, donc je vais voir ce que je peux faire. Je vais peut-être mettre des liens vers les films, vous pouvez voir par ailleurs. Mais il y a des petites vidéos qui vont faire beaucoup de. Donc là, l'idée, c'est par exemple dans le virus, on va enlever toute cette peau qui est atteinte et on va remplacer avec la peau saine sur les patients. Comment on fait coucher cette peau? Il y
a des boîtes comme celle-ci qui est dans un compte pour produire de la peau en laboratoire. Ça existe depuis longtemps et ces modèles deviennent de plus en plus sophistiqués. J'avais pas des illustrations de ça. Mais si on peut voir que la peau se comporte normalement, ça ressemble pas beaucoup à de la peau. Mais quand on arrive à l'implanter chez l'animal, plus tard, on peut, il y a déjà des essais cliniques chez les hommes maintenant, cette peau continue à se différencier et devenir de plus en plus fonctionnelle. Alors, par contre, ce qu'elle n'a pas, c'est des solides pileuses, elle n'a pas des énergies. Donc aujourd'hui, il y a des évaluations qui se font du jour au jour et on collabore avec ces laboratoires, puisque notre laboratoire est connu parce qu'on comprend comment, quelle est la vie normale, le développement normal aussi. Et l'idée, c'est de faire des thérapies de plus en plus performantes. Alors, est-ce qu'on peut développer la recherche de ce genre sans utiliser les animaux? Moi, je dirais non. On peut faire de la recherche, mais on ne peut pas tout faire. Et on ne pourra jamais tout faire in vitro parce qu'il y a des effets systémiques qu'il faut étudier. Donc, par exemple, si on étudie le système sanguin et sa différenciation, si on peut faire l'organisme entier, on ne peut pas aujourd'hui reproduire in vitro. Ça n'empêche pas qu'on puisse continuer à faire des efforts pour développer le meilleur modèle in vitro que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, nous, on est très sujet au suivi éthique sur comment on traite les animaux dans un laboratoire d'études souris. Et avant, j'avais travaillé sur l'embryon de poulet qui répondait à d'autres types de questions. Ici, ce poisson Z, c'est pas juste joli, mais on a mis en place des marqueurs fluorescents pour montrer l'ossification et la mise en place des structures du crâne au-dessus du petit cerveau de ce poisson. Donc, comme le poisson, quand il est nerveux et transparent, ça permet de faire une imagerie intraorbilaire et de suivre la fermeture de structures crâniennes, par exemple. Donc, il y a plein de maladies graves où les os du crâne se soudent vite ou pas bien, ça reste des trous. Donc, ça permet d'étudier ces processus-là. Donc, c'est un peu une autre type de question de tester des produits sur les animaux. Quand les tests ont déjà été faits, on n'a plus besoin de les faire et normalement, on ne sera pas approuvé pour un projet qui demande de refaire ce qui est déjà fait parce que ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, vraiment, l'ordre du jour, c'est la réduction et le raffinement des expériences pour faire en sorte qu'on fait tout ce qui est le plus nécessaire possible et on ne fait pas vivre les animaux en laboratoire pour rien. Donc ici, c'est un exemple de découverte que nous avons fait qui était grâce au fait qu'on avait les modèles animaux pour étudier les virus géants. Vous pouvez récapituler mutation somatique dans le gène de race, dans ce cas-là, donc c'était rare. Et en fait, on avait vu que les souriceaux à la naissance n'avaient pas forcément les limites qu'on cherchait, mais certaines conditions ont mené à découvrir le mécanisme peut-être de la dissémination des cellules dans le corps, parce que finalement, les nerfs périphériques de ces animaux sont moins efficaces que normales. Ça donne une neuropathie, pas douloureuse parce qu'elles se portent bien, mais elles sont moins coordonnées. Il y a des pieds qui glissent entre les barreaux de temps à autre par rapport à ce frère-là qui est une fratrie derrière, il se porte bien, il aime bien s'amuser au barreau. Lui, il marche avec un peu plus de difficulté. Et il est en bonne forme, a priori, mais voilà, il y a un peu de manque de coordination. Donc on a fini à découvrir un mécanisme de certaines des neuropathies qui n'avaient pas encore eu de diagnostic, parce qu'on ne savait pas quelle était la cause. Et c'est parce que beaucoup de neuropathies sont des maladies génétiques qui sont transmises, héréditaires, souvent récessives, mais ça ouvre la possibilité qu'il y a aussi des classes de neuropathie. Il y a des centaines de gènes qui sont connus impliqués dans la neuropathie. Il y en a peut-être qui sont aussi des mosaïques en somatique. Et maintenant, on a une bonne piste sur le poids qui serait impliqué dans la perte de l'efficacité de signalisation.
Donc voilà, il faut pouvoir s'adapter et changer de modèle selon ce qu'on propose. Et évidemment, si on va étudier la partie biochimie, on ne va pas avoir pour l'animal, c'est plus la peine, on peut le faire sur les cellules vitaux. Là, c'est un modèle de poisson d'air qui a été utilisé pour étudier la transition entre un virus et le mélanome. Donc déjà, ces poissons, avec tous ces gènes, ils ont parfois des géants, parfois ils n'ont rien. Les 10% qui vont développer des mini, et parmi ces 10%, la majorité peuvent développer un mélanome par la suite. Et c'est les cellules de mélanome qui développent chez ces poissons, ils ont montré qu'ils ont beaucoup en commun sur les transcrits qui sont faits avec les cellules qui sont issues de l'embryon. Donc ils ont comme s'ils avaient, c'était revenu dans le temps à un état antérieur. Et dans le contexte de l'organisme après la naissance, ça n'avait pas lieu d'être, et c'est la réponse de ces cellules à ce nouveau environnement adulte qui faisait en sorte que ça pousse les cellules essaient de s'adapter, mais c'est pas bon pour l'organisme. Donc je pense que je vais arrêter là, mais en tout cas, je suis rassurée de voir que vous voyez un peu l'utilité tout de même de faire la recherche des modèles animaux. Et je suis aussi là pour vous assurer qu'on essaie de faire des recherches dans des conditions les plus éthiques et accompagnées et possibles. Il y a beaucoup de garde, je dirais. Alors, rapidement, combien de temps est-ce qu'il faut construire un médicament qui évite totalement les maladies génétiques? Ça dépend complètement de la maladie, mais en général, il y a une espèce de timeline de vie de parcours de médicaments. Voilà. Et ça commence au niveau de la recherche, et là, je suis là pour générer des idées, des choses à tester. Mais à partir de ce moment-là, il faut faire des études d'abord sur plusieurs types d'animaux pour voir que le médicament n'a pas de toxicité, ne va pas induire de malformation qui est que ça commence à être traité. Et ensuite, il y a l'évaluation de toutes ces possibilités. Et ça, c'est les médicaments qu'on doit tester chez l'homme, en petit comité, sur un peu plus de monde, et enfin, si on continue à voir qu'il est efficace, faire des essais cliniques avec une grande efficacité sur tout le monde, et le mettre sur le marché. Et vous savez qu'il y a avec des rétractations pour parfois des médicaments, on peut avoir un essai d'1 ans pour développer les médicaments, et découvrir que dans la population générale, ça ne marche pas bien. Donc je pense que ça veut dire qu'il est peut-être trop remplacé votre suivant, c'est ça? Est-ce que de dire voilà, ça va disponible à exploiter en place? Oui. Donc je vais vous transmettre à nos professeurs. Je vais peut-être arrêter la présentation là. Vous comprenez qu'on travaille en équipe et on a besoin de collaborateurs. Donc n'hésitez pas à regarder la présentation plus tard. Merci à vous.